bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie. Alors, les origines de la société de classe, il y a cette idée répandue là, dans l'idéologie bourgeoise, à l'école, un peu autour de nous, là, que la division de la société en classes sociales, ça ferait partie de la condition humaine. Pourtant, les preuves archéologiques, ils montrent en fait que cette division-là est un phénomène relativement récent dans l'histoire humaine. Et en fait, l'humanité a vécu pendant des centaines de milliers d'années dans une société sans classe et sans État. Et pour nous, les marxistes, c'est important de comprendre d'où vient cette division en classes pour qu'on puisse aussi y mettre fin, s'en débarrasser une fois pour toutes. Pour vraiment comprendre l'histoire humaine, il faut l'étudier de manière scientifique, c'est-à-dire de manière matérialiste. Et le point de départ du matérialisme, c'est que l'espèce humaine est un produit de la nature. Les humains, c'est des animaux, c'est des corps vivants, qui ont des désirs, qui travaillent et qui, c'est pas seulement des corps, c'est des corps qui sont devenus conscients d'eux-mêmes. Et toute société humaine, elle est fondée essentiellement sur la relation entre l'humain et la nature. C'est la base de toute société. Et cette relation-là, de l'humain à la nature, elle est médiatisée par le travail. Donc, pour survivre, les humains doivent aller chercher des ressources dans l'environnement et donc transformer consciemment leur environnement. C'est ça, le travail. Et c'est seulement quand la subsistance est assurée que là, après, on peut commencer à faire de l'art, de la science, de la philosophie. Hein? Essayez donc de faire de l'art si vous avez le ventre vide, ça va être difficile. Donc, c'est un peu cette idée-là qui forme la base de la conception marxiste de l'histoire. Ça n'a rien à voir avec réduire toute la complexité de la société humaine à seulement la sphère économique. Non, pas du tout. Ah, mais c'est de comprendre que les idées dominantes d'une société sont ultimement conditionnées par la manière dont les humains produisent et reproduisent leurs conditions d'existence matérielle. Et un terme que les marxistes on utilise beaucoup pour parler de tous ces éléments qui servent à la production, pour produire les choses qu'on consomme matériellement, mais on appelle ça les forces productives. Donc les forces productives, ça inclut d'abord les êtres humains qui travaillent, ça inclut nos savoirs techniques, comment produire, les techniques de travail, et ça inclut évidemment les moyens de production, donc nos outils essentiellement. Et les outils qu'on va utiliser vont avoir un impact décisif sur la société dans laquelle on est. La société qui est basée autour de l'arc à flèche, par exemple, est très différente de la société basée autour de l'usine moderne puis de l'ordinateur. Et ça, même les archéologues non marxistes le reconnaissent quand ils parlent, par exemple, d'âge de pierre, d'âge de bronze, d'âge de fer. Donc, dans la science historique mainstream, la période historique qui correspond à la société de classe va parfois être appelée la civilisation ou parfois simplement l'histoire, donc par opposition à la préhistoire, qu'on date souvent à partir de l'invention de l'écriture. J'ai un petit schéma ici que vous pourrez aller voir après, qui divise justement la société humaine avec l'histoire, la préhistoire. Donc, la préhistoire, grosso modo, on peut la diviser en deux époques. Il y a d'abord le paléolithique. C'est l'âge de la pierre ancienne ou l'âge de la pierre taillée. C'est l'époque des tribus nomades de chasseurs-cueilleurs. Et ensuite, il y a le néolithique, l'âge de la pierre nouvelle ou de la pierre polie. C'est l'époque des agriculteurs éleveurs sédentaires où on commence à faire de la poterie, de l'artisanat, puis de la métallurgie. Et le néolithique, en fait, c'est l'époque de transition qui va nous amener à la société de classe. Il y a un ouvrage majeur que je vous recommande, si vous ne l'avez pas déjà lu, c'est L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, qui a été écrit par Engels, l'ami de Marx, le cofondateur du marxisme. Et dans ce livre-là, Engels, il se base sur les études anthropologiques de Henry Morgan, qui avait vécu dans la tribu autochtone des Sénéca. Morgan n'était pas marxiste, n'était pas un communiste, mais il va montrer que les tribus de chasseurs-cueilleurs pouvaient être décrites comme du communisme primitif ou du communisme tribal. Et Engels ajoute une idée importante à ça, c'est l'idée que l'émergence des premières sociétés de classe, c'était pas un accident dans l'histoire. C'était pas non plus l'expression d'une certaine nature humaine.
Non, l'apparition des premières sociétés de classe était une étape nécessaire dans le développement humain. Et son idée générale à Engels, c'est que, avec le passage à l'agriculture, ça va engendrer un grand bond en avant dans les forces productives, dans notre capacité à transformer la nature, ça va créer des surplus, et de là va apparaître ensuite la propriété privée, puis la société divisée en classes sociales, et va venir aussi la naissance de l'État et du patriarcat, l'oppression systématique des femmes. Donc on va commencer par le début de la préhistoire, le paléolithique, qui commence environ il y a 3 millions d'années, peut-être un peu plus avant, avec les premières espèces du genre Homo, et qui inclut définitivement la plus grande partie de l'histoire de notre espèce, l'Homo sapiens, il y a 300 000 ans. Et il y a des études anthropologiques récentes qui ont confirmé, en fait, la plupart des thèses amenées par Morgan et Engels, que les premières sociétés humaines vivaient dans un mode de production communiste primitif, et que ces sociétés étaient très égalitaires. Et les preuves qu'on a, par exemple, c'est dans des fosses où on voit que les squelettes qui ont été enterrés avaient pas plus de richesse que d'autres, hein, parce qu'il y a plein d'objets à côté des squelettes, et il n'y en a pas un qui a plus de richesse que d'autres. Et on peut étudier aussi les os des squelettes, et on voit que c'était quoi leur diète. Les gens mangeaient à peu près la même chose. Personne ne mangeait plus qu'un autre, par exemple. Et on peut étudier aussi des tribus de chasseurs-cueilleurs qui existent encore aujourd'hui, et qui nous permettent en quelque sorte de nous projeter dans le passé. On trouve des tribus comme ça en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie, et on a eu jusqu'à pas très récemment les Autochtones ici, où on pouvait encore étudier leur mode de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces peuples, qui proviennent de tous les continents, ben en fait, ils n'ont pas eu de contact entre eux, mais ils partagent là, des traits communs dans leur développement, dans leur façon de s'organiser. Et c'est donc ça qui va nous permettre de reconstruire en quelque sorte l'humanité sur des dizaines de milliers d'années. Et ce qui nous permet d'arriver à la conclusion que les premiers humains vivaient dans des tribus, c'est-à-dire des familles étendues, qui étaient nomades, qui vivaient de chasse, de cueillette et de pêche. C'était des sociétés sans classe, donc il n'y avait pas un groupe de la tribu qui en exploitait un autre. Il n'y avait pas non plus de propriété privée en dehors de la possession personnelle, des vêtements et des outils personnels. Donc le terrain de chasse et le terrain de cueillette étaient propriétés collectives, possédées par toute la tribu et administrées par tous. Pourquoi ils étaient communistes, ces gens-là? C'est pas parce qu'ils étaient plus moraux ou plus gentils, hein? C'était parce que le niveau de développement des forces productives était relativement faible. Donc il n'y avait pas la possibilité d'accumuler un surplus, ils étaient souvent menacés par la pénurie. Donc il y avait besoin de travailler en coopération pour survivre. Bonne chance de tuer un mammouth tout seul, puis si même vous réussissez à le faire, ben vous allez manger un peu du mammouth, mais le reste va pourrir en fait, parce que vous n'allez pas pouvoir continuer à le manger après. Dans les sociétés communistes primitives, on voit aussi une démocratie directe. Donc il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas le monopole de la violence par un groupe d'hommes. Les décisions étaient prises en collectivité, à travers des assemblées de tous les membres de la tribu. Il n'y avait pas non plus d'armée séparée de la tribu. Les membres de la tribu portaient eux-mêmes les armes. Et s'il y avait un chef de la tribu, il était élu et révocable, et il n'y avait pas plus de richesse que les autres. C'était pas Jojo, là, c'était pas un paradis perdu, là. Évidemment, cette société-là, il y avait des guerres entre tribus pour l'acquisition des territoires, évidemment. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que il n'y avait pas la possibilité de réduire en esclavage une autre tribu, en fait. Les ressources n'étaient pas disponibles pour le faire. Un esclave de plus, ça aurait voulu dire une bouche de plus à nourrir. Et donc, souvent, les vaincus vont être soit tués sur le champ, ou bien vont être mariés, en fait, à des membres de la tribu, vont être incorporés dans la tribu vainqueur. Il existe une certaine division sexuelle du travail, mais elle n'est pas rigide. Donc, les femmes vont la plupart du temps s'occuper des enfants et de la cueillette, et les hommes, la plupart du temps, vont aller à la chasse. Mais on a trouvé des tombes de chasseresses, donc qui confirment qu'il y avait de nombreuses femmes, en fait, qui chassaient, et aussi des hommes qui faisaient la cueillette. Sur la question des genres aussi, on peut penser à certaines tribus autochtones d'Amérique du Nord où ils ont des personnes qu'on pourrait dire trans, là, appelées les deux esprits, qui étaient hommes et femmes. Et ces personnes-là, en fait, étaient souvent vénérées et allaient occuper des postes importants comme celui de chaman, par exemple. Et donc, la division sexuelle du travail impliquait pas une oppression des femmes. Et bien souvent, en fait, les femmes contribuaient pour la plus grande partie de l'alimentation de la tribu.
Par exemple, chez les Kung, en Afrique du Sud, les femmes ramènent 80% de la bouffe à la tribu, parce que la chasse est parfois peu efficace. Et donc, les femmes étaient extrêmement importantes dans la tribu. Et ça va se répercuter au niveau de la politique aussi. Les femmes vont avoir un rôle important à jouer dans la politique. Chez certaines tribus autochtones, on a par exemple des conseils de femmes qui vont avoir des droits de veto sur des décisions prises par les chefs de tribu ou sur l'élection des chefs de tribu. Les femmes jouent aussi un rôle important au niveau de la spiritualité. Donc, souvent, là, dans ces peuples-là, on avait l'idée, par exemple, de la déesse mère ou la mère la terre. Donc, la femme était très importante dans la conception mythologique. Et donc, ce mode d'organisation tribale a duré pour l'histoire humaine 300 000 ans. Il y a 115 000 ans, la Terre est entrée dans une nouvelle période glaciaire qui a rendu les conditions très difficiles pour les humains. Et cette ère glaciaire, qui a duré à peu près 100 000 ans, elle a pris fin en moins 9700. À ce moment-là, la Terre se réchauffe et il devient possible de pratiquer l'agriculture et l'élevage. Et ça va entraîner un changement profond dans l'histoire humaine. Et ça, c'est un processus que l'archéologue marxiste Gordon Childe a appelé la révolution néolithique. J'aimerais vous parler d'un site archéologique en Turquie très intéressant, Göbekli Tepe. Donc, on le voit ici, là, ça, c'est une reconstitution. Ici, des différents anneaux qui sont des temples. Et ça, c'est une image en live, là. Ben, en live, c'est-à-dire maintenant. On voit là, regardez, les humains sont tout petits. Fait que c'est immense, en fait. Donc, c'est des énormes mégalithes, des énormes constructions de pierre. C'était un temple, mais il était habité à l'année. Et ce site-là c'est un des plus vieux sites habités de manière permanente par des humains, à partir de moins 9600. Mais ce qui est vraiment fascinant avec le site de Göbekli Tepe, c'est qu'il a été construit et habité par des chasseurs-cueilleurs. Donc, on est ici dans un point de virage entre le paléolithique et le néolithique. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les chasseurs-cueilleurs, ils venaient visiter le site Göbekli Tepe pour des motifs religieux. C'était un temple. Mais éventuellement, il commence à avoir trop de monde qui commence à habiter là. Et là, la chasse et la cueillette, c'était pas assez pour nourrir tout le monde. Et donc, ils ont commencé à pratiquer l'agriculture de manière consciente pour répondre aux besoins du monde qui était là. Là, évidemment, il y a des historiens de la tradition qu'on pourrait appeler l'idéalisme historique qui vont sauter sur l'occasion pour tenter de montrer que le marxisme est debunk, que le marxisme est faux. En gros, ce qu'ils disent, c'est, regardez, la sédentarisation, elle est venue avant l'agriculture, et les gens se sont sédentarisés pour des motifs religieux. Et donc, c'est pas les forces productives qui est le facteur déterminant dans la révolution néolithique, mais ça serait la conscience humaine. Donc, c'est vraiment une objection ridicule. Parce que tous les outils, là, nécessitent l'intervention de l'esprit humain pour les créer. La première personne qui crée un arc à flèche a dû réfléchir à comment créer l'arc à flèche. Même chose pour les usines modernes. Même vous qui êtes matérialiste, quand vous faites à manger, là, vous allez réfléchir à comment vous allez faire votre souper. Donc, il n'y a rien de contradictoire avec le marxisme que des gens se soient sédentarisés pour des motifs religieux. Là, la question intéressante à se poser, c'est pourquoi c'est à cette époque-là qu'apparaît la sédentarisation à Göbekli Tepe. Parce qu'il y a eu des pratiques religieuses tout au long du Paléolithique. Pourquoi c'est là que ça arrive et non pas avant? Et la raison, elle se trouve dans les forces productives. C'était le besoin matériel de nourrir la congrégation qui les a poussés à développer les forces productives puis à aller faire de l'agriculture. Et aussi, l'agriculture, elle n'est pas sortie de nulle part. Pendant les 12 000 ans précédant Göbekli Tepe, le climat avait déjà commencé à se réchauffer un peu. Et donc, les chasseurs-cueilleurs avaient commencé à pratiquer une forme d'agriculture sauvage, donc l'agriculture d'herbes sauvages, ce qui était plus proche d'un jardinage sauvage. Et donc, pendant ces 12 000 ans, il y a eu une accumulation initiale de connaissances agricoles qui ont atteint un nouveau stade qualitatif avec la fin de l'ère glaciaire. Et donc, il y a une nouvelle époque qui commence, le néolithique, en moins 9000 environ. Les premiers villages apparaissent au Proche-Orient. C'est le début de la sédentarisation, le début de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat, de la poterie. C'est un tout nouveau mode de production qui apparaît, qui vient bouleverser la façon de vivre des humains. Et ça va bientôt se répandre partout dans le croissant fertile, qu'on peut voir ici, l'image du croissant fertile. Bon, ici, on voit, vous allez pouvoir voir après là, les schémas de transmission de l'agriculture.
Donc, l'agriculture se transmet dans le croissant fertile, puis par la suite en Europe, en Afrique et en Inde. Mais aussi, l'agriculture va apparaître de manière indépendante en Chine et plus tard en Amérique. Vous allez pouvoir voir ici là, les différents foyers où l'agriculture est apparue de manière indépendante. Donc, c'est quand même intéressant de voir en fait comment l'humain à cette période-là, un peu partout dans le monde, a commencé à développer l'agriculture en fait, sans avoir nécessairement de contact les uns envers les autres, avec les autres. Et le passage à l'agriculture a amené un développement massif des forces productives. Concrètement, les villages, ils grossissent très rapidement. Quelques chiffres. Donc, les premiers villages avaient peut-être une centaine de personnes dedans. À Jéricho, en moins de 9000, il y a 1000 personnes qui habiteraient là. Donc, 10 fois plus gros. Ça, c'est quelques centaines d'années depuis le début du néolithique. À Çatalhöyük, en moins 7000, on a 10 000 personnes. Donc, x 10 encore une fois. Avec le changement de mode de vie, vient aussi des changements dans la conception religieuse. Il y a l'apparition notamment du culte des ancêtres. Parce que vu qu'on est sédentaire maintenant, on se développe cette idée en fait que les gens de la famille qui sont morts, ben ils vont rester. On les voit comme de façon permanente, que leur esprit va rester pour l'éternité dans le foyer familial et qui vont nous protéger. La vie néolithique, elle est encore très égalitaire. À Çatalhöyük, les maisons qu'on a trouvées, ici on voit là, c'est des tout petites maisons collées les unes sur les autres, sont toutes un peu pareilles. Puis on voit aussi que la décoration, les objets, tout ça dans les différentes maisons sont assez similaires. Les morts sont enterrés en commun, sans regard pour leur statut social. Donc on n'a pas encore de classe sociale. Il n'y a pas encore d'accumulation de richesses personnelles. Pour ce qui est des femmes, les femmes vont tomber plus souvent enceintes et vont commencer à s'occuper un peu plus des tâches domestiques et du jardin, mais ça n'entraîne pas encore leur asservissement par les hommes. Donc les relations de genre sont encore relativement égalitaires, et il y a même des cultures où les femmes vont pratiquer l'agriculture, comme par exemple chez les Iroquois. Donc les villages néolithiques, c'était des communes. Donc il y avait un mode d'organisation tribal similaire à celui du paléolithique. C'était encore du communisme primitif. Il n'y avait pas de propriété privée. La terre appartenait à la tribu. Il n'y avait pas d'État. Les gens sont égaux. Il n'y a pas d'esclaves ou d'assujettissement d'une tribu par une autre. Il y a certains historiens qui ont remis en question l'idée que le néolithique serait un progrès par rapport au paléolithique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette idée que les chasseurs-cueilleurs travaillaient seulement peut-être 3 ou 5 heures par jour. Premièrement, c'est une exagération. Deuxièmement, ces heures de travail-là prennent juste en compte le fait d'acquérir de la nourriture, prennent pas en compte toutes les autres formes de travaux qui sont nécessaires d'être faits dans la tribu. Et il faut comprendre en fait que pendant l'ère glaciaire, c'était très difficile la vie. Donc la moyenne de durée de vie à l'époque était assez courte, la mortalité infantile était élevée. En Inde, on a trouvé un site qui date d'il y a moins 4000 ans où on a retrouvé 13 squelettes qui sont morts en moyenne entre l'âge de 19 ans et 28 ans. La plupart sont morts proches de 19 ans et aucun sont morts au-dessus de 50 ans. Donc c'était une vie très difficile. Est-ce que ça veut dire que la révolution néolithique a tout amélioré? Non plus, ça serait une exagération. Donc la proximité des humains a amené l'apparition de nouvelles maladies. Il y a eu un certain recul aussi dans la qualité de la nourriture, dans la diète. Mais sur le long terme, le passage à l'agriculture et à l'élevage a clairement amené un progrès pour l'humanité, et on le voit justement dans le grossissement des foyers de population, des villages, et la plus grande longévité. Donc tout ce développement massif des forces productives va amener quelque chose de nouveau dans l'histoire humaine, c'est l'apparition de surplus. Et toute la période du néolithique pourrait se résumer à qu'est-ce qu'on fait avec les surplus. Quand on était nomade, c'était quasi impossible de transporter des surplus s'il y en avait eu. Mais quand on est sédentaire, c'est maintenant faisable. La poterie va permettre de stocker le grain pour pouvoir le consommer plus tard. Et ça va permettre de compenser quand les périodes agricoles sont plus difficiles. Et c'est pas seulement la bouffe qui va être en surplus, c'est aussi le temps de travail. À Jéricho, le temps de travail va être utilisé pour construire des projets communaux de taille, comme des murs et des tours. Et il y a une gestion communiste des surplus.
Par exemple, ce qu'on a vu, c'est on a déterré les lieux de stockage de grains dans certains villages et on voyait que tout le monde avait le même lieu de stockage des grains possédé de manière collective. Dans d'autres cultures, ce qu'on va voir, c'est des festins tribaux, des potlucks ou des potlatches qui servaient à dilapider les surplus et empêcher l'accumulation individuelle. On va assister à un déplacement important des populations à cette époque, du Proche-Orient vers le Moyen-Orient. À Eridu, en Irak, autour de moins 5800, les gens vont commencer à utiliser les techniques d'irrigation qui avaient été développées dans les époques précédentes. Ils vont utiliser leur surplus de temps et ces techniques agricoles pour drainer les eaux en dehors des marais, parce que l'Irak, à ce moment-là, était essentiellement marécageux. Et donc, en faisant de l'irrigation, ça va permettre d'obtenir des terres fertiles en sortant l'eau. Et ça va entraîner un accroissement important de la productivité et encore plus de surplus. Qui dit surplus dit aussi grand projet d'irrigation et dit aussi des gens pour administrer et planifier ces projets-là. Et c'est là qu'on va voir apparaître une nouvelle caste, les prêtres, organisés dans le temple, qui va devenir le cœur du village. Et le rôle de direction joué par les prêtres, c'est pas quelque chose de surprenant. Parce que déjà, chez les chasseurs-cueilleurs, on voyait l'importance du chaman, qui avait un rôle privilégié, il était libéré du travail, puis il connectait avec le monde des esprits, le monde divin, connecté avec la nature. En Égypte, les prêtres sont capables, par leurs techniques mathématiques, de prévoir les crues du Nil, et ça va leur donner un grand pouvoir social. Et on voit apparaître aussi une caste de prêtres chez les Mayas et les Brahmanes en Inde. L'apparition d'une nouvelle caste de prêtres va entraîner une nouvelle division du travail, entre le travail manuel et le travail intellectuel, donc entre la main et la tête. Donc il y a une augmentation de productivité qui permet de libérer une partie de la population du dur labeur, du travail manuel. Et j'ai bien fait attention de dire caste, j'ai pas dit classe, parce que ici les prêtres, oui, ça forme un certain groupe privilégié, mais ils sont encore les serviteurs de la commune. Donc, le travail de planification économique des prêtres va bénéficier à toute la communauté et ça va permettre d'accroître les forces productives. Les gens acceptent de donner des surplus au temple parce que c'est comme une façon de remercier les dieux pour les bonnes récoltes. Donc, même s'il y a des inégalités qui augmentent, même si les prêtres sont les gestionnaires des surplus, la commune, elle est encore libre et démocratique, donc il n'y a pas de travail forcé. Et donc, à ce moment-là, on est encore dans un mode de production communiste. Par contre, les germes commencent à être plantés pour la future société de classe. Et ce nouveau modèle développé à Eridu va se transmettre un peu partout dans la région. Et on va voir l'émergence de la culture obéide, développement de sites agricoles basés autour des temples. Donc, on est entre moins 5100 et moins 4000. Avec la culture obéide, qui est une des dernières du néolithique en Mésopotamie, on est dans une période de transition qui contient certains éléments de la société de classe et qui contient encore énormément d'éléments du communisme primitif. Et de la société obéide va naître la première société de classe, ou peut-être une des premières sociétés de classe, Uruk, dans l'Irak moderne. Donc Uruk, c'est une des premières villes et un des premiers États au monde qui compétitionne avec l'Égypte pour avoir la palme du plus vieux. Uruk commence en moins 5000 avec 2 sites agricoles formés autour de temples et qui vont finir par fusionner ensemble dans une grande ville, Uruk. En moins 3100, Uruk a 40 000 personnes. Et donc ce processus-là va se répandre un peu partout dans la région. Et c'est ce que Gordon Childe appelait la révolution urbaine. Donc le dernier produit que nous avait laissé le néolithique, c'était l'apparition de cette caste de prêtres pour gérer les surplus. Donc, l'apparition d'une division du travail entre le travail manuel et intellectuel. Mais à Uruk, il va se produire un renversement dans la relation entre les prêtres et le peuple. Les prêtres vont cesser d'être des serviteurs de la commune et vont devenir les dirigeants incontestés de la commune. Et c'est à ce moment-là que le néolithique prend fin et c'est l'entrée dans la civilisation. Et donc, il y a une nouvelle relation de classe qui va commencer à se construire, notamment entre la ville et la campagne. Donc, on a le développement de l'artisanat, évidemment, dans la ville. La ville devient essentiellement artisanale et s'organise autour du temple. Et l'agriculture va se faire dans les villages, dans les campagnes, autour de la ville.
Et la ville, elle est dépendante des villages pour s'alimenter. Et elle va extraire des surplus des villages à travers des taxes qui vont être envoyées au temple d'Uruk. Donc ici, vous voyez un bol qui a été développé à Uruk. Comparativement au bol d'avant, c'est vraiment un bol assez poche, en fait. Parce que les bols avant, dans le néolithique, étaient très, très décorés, peinturés. C'était vraiment beau. Tu sais, c'est de l'artisanat, on essaie de faire quelque chose de beau. Et là, avec ce bol-là, on dirait qu'il y a comme un recul dans les forces productives. Mais en réalité, c'est pas du tout un recul. C'est le début de la production de bols de masse pour nourrir les gens qui font du travail forcé autour du temple. Ça, c'est très intéressant comme découverte. Donc, c'est le début du travail forcé. Donc, des gens probablement qui ont été sortis des villages, des campagnes, pour aller travailler de force dans la ville. Et tout ce processus va entraîner des changements importants dans la propriété. Donc, d'un côté, on a la propriété collective, encore dans le village, la commune. Les grosses familles possèdent, ou les tribus possèdent collectivement la terre. Mais à côté de ça, on a la propriété du temple qui grossit. Le temple aussi a ses propres terres. Et les prêtres vont par la suite privatiser des terres du temple et les donner à des individus qui appartiennent aux élites, que ce soit des artisans, des prêtres ou des scribes, par exemple. Et à ce moment-là, la propriété privée se développe et grandit. Donc, en moins 3100 à Uruk, on a définitivement l'apparition d'une bureaucratie du temple, qui est devenue la nouvelle classe dominante. Une classe de prêtres, de scribes qui est centrée autour du temple, qui a le contrôle exclusif sur la production et la distribution des richesses de la société, puis qui commence aussi à s'assurer d'avoir pour elle-même une réserve de richesses privées qu'elle va pouvoir transmettre en héritage. Du côté des femmes, on assiste à une chute brutale du statut des femmes à Uruk, et je vais revenir sur la question de l'oppression des femmes tantôt. Donc ensuite, il faut protéger tous ces surplus-là dans le temple, hein, parce qu'il y a peut-être des tribus nomades qui vont essayer de nous attaquer, ou peut-être d'autres villes qui vont essayer d'attaquer la ville. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour pour pouvoir protéger ces surplus-là? Mais on va construire des murs autour de la ville, et on va mettre des soldats sur ces murs-là pour protéger la ville. Et au sommet de la classe de prêtres, on va choisir un roi prêtre, qui va être le chef d'État, qui va être aussi un commandant militaire. Donc là, le début de cette première force armée séparée du peuple sert d'abord à se protéger de l'extérieur, mais éventuellement, elle va servir à se protéger de l'intérieur. Parce qu'à force d'extraire des surplus sur tout le monde, les gens commencent à se rebeller et à pas être contents. Et donc, la force armée va permettre, en fait, de mater des révoltes. Et donc, ce qu'on voit ici à ce moment-là, c'est l'apparition de l'État. Donc, l'outil politique, militaire et juridique de la classe dirigeante en défense de la propriété privée. On pourrait se dire, mais est-ce que c'est pas incroyable, en fait, que les gens ont laissé ça faire? Voir que les gens ont accepté que la société de classe apparaisse comme ça. C'est pas juste l'utilisation de la force qui a permis ça, en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, c'est un nouveau système d'exploitation, oui, il y a des milliers de personnes qui souffrent, mais ça amène un énorme développement dans les forces productives, et ça améliore le niveau de vie pour beaucoup de gens, notamment ceux dans la ville. Et ça va permettre de développer la culture, l'astronomie, les mathématiques, mais aussi l'invention de l'écriture. Hein, l'écriture qu'on peut dater à partir d'à peu près moins de 3200 environ, peut-être avant. L'écriture apparaît d'abord pour faire la comptabilité pour le temple, pour quantifier les surplus et les échanges. Et donc, l'apparition de l'écriture vient aussi avec l'apparition de l'argent. Donc, Uruk semble avoir disparu peu de temps après son apogée, mais la culture urukéenne va se répandre un peu partout dans la région et va former la première étape de la civilisation sumérienne. Et quelques siècles plus tard, on va voir apparaître les premiers empires à Sumer, l'empire akkadien, suivi de l'empire assyrien, l'empire babylonien, etc. Et là, ça pose une question intéressante. Mais pourquoi Uruk est disparu? Ben, peut-être que c'est la sécheresse, peut-être que c'est d'autres causes, ou peut-être, en fait, que c'est combiné à une lutte des paysans des villages contre la classe dirigeante de la ville. Et il y a l'historien Mario Livirani qui a montré, en fait, qu'il y avait le temple d'Arslan Tepe en Turquie, qui aurait probablement été détruit par un incendie à cause d'une lutte violente. Et donc, on peut pas écarter la possibilité, en fait, que quelque chose de similaire se serait produit à Uruk. Puis que finalement, les gens auraient pas, en fait, tout simplement accepté l'état de fait de la nouvelle société de classe.
mais qu'au contraire, il y aurait eu des révoltes, puis que la ville aurait été consumée à travers la lutte des classes. Donc c'est une hypothèse intéressante. On a focusé beaucoup sur la Mésopotamie, parce que c'est là qu'apparaissent les premières sociétés de classe, en même temps que l'Égypte. Mais il y a d'autres processus qui vont mener à des futures sociétés de classe ailleurs. Donc la Mésopotamie et l'Égypte vont avoir un impact énorme sur les cultures autour. La propriété privée et l'argent deviennent un phénomène là, omniprésent autour. Ça va se répandre et en quelque sorte contaminer les autres cultures, qui vont commencer à entrer, à transiter vers la société de classe, et beaucoup plus rapidement, comme on voit chez les Grecs et les Romains. À Athènes, par exemple, le processus de passage à la société de classe a été accéléré et n'a pas besoin de passer par le long développement d'une bureaucratie du temple avec ses taxes pour extraire les surplus. À Athènes, on avait un mode de production complètement différent, basé sur l'esclavage, et c'était dû à plusieurs facteurs, notamment la géographie. Donc, il y avait des chaînes de montagnes arides, plutôt que des vastes plaines fertiles. Il y avait l'accès à la mer aussi qui favorisait le commerce. Ce qu'on voit aussi à Athènes avec l'apparition de l'État, en fait, c'est qu'il y a eu une érosion progressive du pouvoir des tribus, l'érosion de la propriété collective, puis avec l'apparition des premières sociétés de classe, la société va être réorganisée en classes sociales basées sur la fortune personnelle et la propriété privée. Et ensuite, l'État va apparaître, en fait, comme garant de la propriété privée au détriment du pouvoir des tribus. Un autre facteur d'accélération du passage à la société de classe, en fait, en Europe, c'est basé sur le développement des forces productives, notamment le passage à l'âge de fer. Donc, en Mésopotamie et en Égypte, la société est entrée dans la société de classe quand prend fin l'âge de pierre et qu'on entre dans l'âge de bronze. Donc, l'âge de bronze qui dure entre moins 3300 et moins 1200. Mais en moins 1200, justement, l'Europe entre dans l'âge de fer, qui est un âge beaucoup plus avancé que l'âge de bronze, qui va permettre d'avoir des armes plus percutantes, donc ce qui va favoriser la guerre et la conquête, va favoriser le renforcement de la domination des chefs de guerre. Ça permet le fer de créer des meilleurs outils agricoles, notamment d'avoir la charrue à socle de fer, ce qui permet de créer plus de surplus, ce qui mène à un essor démographique. Et la création des surplus avec le fer va permettre de libérer une plus grande partie de la population du travail et de les libérer plus rapidement du travail, et donc de créer plus rapidement une classe dominante qui n'accomplit pas de travail manuel. À Rome, cependant, le passage à l'esclavage va arriver seulement quand les Romains vont conquérir l'empire carthaginois, qui était lui-même esclavagiste. Et là, Rome se retrouve en possession d'immenses quantités de fermes d'esclaves, les latifundia. Donc c'est à ce moment-là que Rome devient esclavagiste. Donc un processus très différent, en fait, avec un élément externe important. Chez les Celtes, par exemple, les Celtes vont entrer dans la société de classe seulement avec la conquête des Gaules par Jules César. Donc en moins 27 environ. Les Germains, eux, vont entrer dans la société de classe quand ils vont conquérir les vestiges de l'Empire romain qui sont en train de s'effondrer. Donc on voit des processus quand même relativement différents, en fait, à ces différents endroits-là. Donc on va parler maintenant de la condition des femmes. Et ça, c'est un point important que fait Morgan, suivi de Engels, c'est que l'émergence de la propriété privée, puis des classes sociales, va entraîner un effondrement brutal du statut des femmes. Et donc la naissance de la société de classe va avec la naissance d'une société patriarcale et de l'oppression systémique des femmes. Donc, revenons un peu plus dans le temps, avec nos tribus de chasseurs-cueilleurs. Je disais plus tôt que les femmes contribuent pour l'essentiel de la nourriture, que ça se répercute dans le statut politique important des femmes. J'ai parlé d'une division sexuelle du travail qui était flexible, qui n'était pas oppressive pour les femmes. Donc, la propriété collective était très liée au rôle des femmes. Donc, les tribus de chasseurs-cueilleurs étaient matrilinéaires, c'est-à-dire que l'appartenance tribale est organisée en fonction du lien avec la mère. Et la raison, elle est bien simple. Il n'y avait pas de mariage monogame, les couples se faisaient et se défaisaient librement, un peu comme maintenant en fait. Et il n'y avait pas moyen cependant de savoir c'est qui le papa des enfants. Il n'y avait pas de test génétique à l'époque. Et on savait par contre très clairement c'était qui la mère de chacun. On venait au monde par la mère, c'était assez clair. Donc les femmes formaient le cœur de la tribu. Et les hommes étaient mobiles. Les hommes allaient trouver les partenaires femmes dans les autres clans et les autres tribus, clan qui est une subdivision de la tribu, et les hommes vont aller habiter chez la femme, donc dans la famille de la femme. C'est ce qu'on pourrait appeler la matrilocalité.
Et les enfants aussi appartenaient donc à la tribu de leur mère. La propriété collective tribale va de pair avec la transmission matrilinéaire de l'héritage. Par exemple, si un homme mourait, ben son arc à flèche allait pas être donné à ses enfants. Parce que ses enfants, ils appartiennent pas à sa tribu à lui, ils appartiennent à la tribu de sa femme. Donc son arc va retourner à la tribu de sa mère à lui. Finalement, et c'est son oncle maternel qui va redonner l'arc à quelqu'un d'autre, sûrement peut-être un de ses cousins ou de ses petits cousins. Avec on a un changement de la division sexuelle du travail avec le néolithique. Donc on passe à l'agriculture et à l'élevage. Les femmes tombent plus souvent enceintes, comme je disais. Et aussi, les outils dans les champs vont être plus lourds à maîtriser. Et donc la femme va être de plus en plus recluse au foyer et au jardin familial. Mais au néolithique, on ne parle pas encore d'une oppression des femmes. Cependant, les conditions ils se mettent en place pour que cette oppression apparaisse. Les rôles de genre commencent à être de plus en plus fixés. La femme contribue moins à l'apport de nourriture dans la commune et elle devient plus dépendante des hommes. Et là, on va arriver à un moment charnière. C'est le passage de la matrilocalité à la patrilocalité. Donc, c'est maintenant les femmes qui vont se déplacer et aller habiter dans la maison de leur mari. C'est le passage aussi de la matrilinéarité à la patrilinéarité. Donc, l'appartenance tribale va se faire en fonction du père et aussi la transmission des possessions va se faire en fonction du père. Et c'est très difficile d'identifier quand est-ce que ça arrive, ça, dans l'histoire. Ça se passe à quelque part dans le néolithique, donc entre le début de l'agriculture et les premières sociétés de classe. Mais c'est très difficile de pinpoint exactement quand est-ce que ça arrive. Mais à un moment donné, on en arrive à un moment où les enfants appartiennent à la tribu de leur père. Et à ce moment-là, les outils de travail du père, qui sont maintenant le bétail, les outils du champ, la terre, tout ça, au lieu de retourner à la tribu de sa mère, ils vont être transmis de père en fils. Et il y a des raisons matérielles, logiques, qui expliquent pourquoi les humains ont changé la façon de transmettre l'héritage. Donc, imaginez-vous, là, il y a une famille sur une terre. Là, les enfants, ils sont membres de la tribu de leur mère. Ça veut dire qu'ils peuvent pas hériter de leur père. Si leur père meurt, tu vas voir rapidement les cousins du père arriver sur ta terre puis prendre ton bétail puis tes outils de travail. Fait que non seulement les enfants sont déshérités, mais la femme aussi, elle est déshéritée. Et donc, ça faisait pas de sens de continuer comme ça. C'était un mode de transmission de propriété qui fonctionnait dans la tribu de chasseurs-cueilleurs, mais ça ne fonctionne plus avec le mode de production agriculteur-éleveur. Et c'est encore plus frustrant quand il y a l'accumulation de surplus, et donc les enfants ne peuvent plus hériter de ces surplus-là. Et donc, il y a comme une contradiction entre la nouvelle façon de produire et les anciennes relations sociales de production et de propriété. Et donc, le passage à la patrilinéarité vient résoudre cette contradiction. Ça ne va pas tout de suite amener la propriété privée. Engels parle de la communauté domestique patriarcale. C'est un stade de transition où il y a plusieurs couples qui habitent dans la même maison, couple intergénérationnel, et la maisonnée possède collectivement la terre et travaille collectivement. Il y a un chef de maison, le patriarche, mais il est élu. Et il rend des comptes au conseil de famille. La propriété tribale, à ce moment-là, matrilinéaire, laisse sa place à ce qu'on pourrait appeler la propriété familiale patrilinéaire, qui est un stade de transition. Puis, progressivement, la domination des hommes s'affermit, et il va y avoir aussi une division des terres entre les couples, qui va amener la culture individuelle des terres. Ça va venir éroder la propriété familiale, et ça va laisser sa place, progressivement, à la propriété privée. Et là, on parle d'un processus qui a pu s'étendre peut-être sur des millénaires, en fait. Donc, avec la transmission de père en fils, des terres, du bétail, des outils, il y a une accumulation qui se produit de génération en génération. Le papa accumule des ressources, il les donne à son fils en accumule, il les donne à son fils. Et donc, ça engendre de plus en plus d'inégalités. Éventuellement, en Grèce et à Rome, on va voir apparaître des familles très fortunées. Et le chef de la famille, le patriarche, va avoir énormément de pouvoir. D'où, justement, le patriarcat, le pouvoir du père. Et ça va se faire aussi avec l'acquisition d'esclaves, qui vont devenir la propriété privée du patriarche, ou par extension de la famille. Et donc, à ce moment-là, on quitte la communauté domestique patriarcale et on entre dans la famille monogamique patriarcale, ou tout simplement, on entre dans la société de classe. Pourquoi la monogamie? Donc, il va se produire ici une étape importante, une étape nouvelle dans l'effondrement du statut des femmes.
Parce que pour que les pères puissent s'assurer de transmettre leur propriété à leur fils légitime, ben, il faut s'assurer que la femme couche pas ailleurs. Et c'est là qu'apparaît le mariage monogame, monogamie pour la femme seulement, afin de contrôler le corps de la femme. Et ça va aller jusqu'à interdire les femmes de quitter la maison sans être accompagnées. Et finalement, la femme, elle est réduite au rôle de machine à bébé pour transmettre la propriété privée. Et donc, avec l'apparition des premières sociétés de classe, apparaît aussi l'oppression systémique et systématique des femmes par les hommes. Et c'est pour ça qu'Engels a dit que le renversement du droit maternel, la matrilinéarité, était en fait la plus grande défaite historique du sexe féminin. En parallèle de la montée de la propriété privée, de la patrilinéarité et du patriarcat, vient aussi l'effacement progressif du rôle de la tribu, qui perd son droit de propriété collectif, et vient aussi la montée de l'État, qui se porte garant de la propriété privée de la nouvelle classe dirigeante. Donc, pour synthétiser le tout, il y a bien sûr des différences importantes dans comment les sociétés de classe sont apparues, entre la Mésopotamie et l'Égypte, Grèce et Rome, les Mayas, la Chine, etc. Mais il y a des éléments communs importants. Dans tous les cas, il y a un développement des forces productives qui était inévitable, surtout avec le passage à l'agriculture, qui mène à la création de surplus, ce qui permet à une partie de la population de vivre du travail des autres. Ce groupe finit par se constituer comme une classe avec ses intérêts propres, différents du reste de la société. Et cette classe-là va se doter d'un État pour représenter ses intérêts. Soit d'abord pour se défendre des pressions extérieures, puis éventuellement pour mater aussi ses exploités. Puis cet État s'élève au-dessus de la société et se présente comme le garant de l'ordre et va maintenir les relations de classe en place. Donc j'aimerais terminer en fait sur une question. Est-ce que, avec tout ce que j'ai raconté là, est-ce que l'apparition de la société de classe c'est vraiment un progrès? Parce que ça s'est clairement fait à travers énormément de souffrances pour une masse de gens, surtout des femmes. La seule conception du progrès qu'on peut utiliser à ce moment-là, sans tomber dans toute une série de contradictions, c'est de dire qu'il y a eu un progrès dans le développement des forces productives. C'est-à-dire la maîtrise qu'a l'humain sur les forces de la nature et sur notre propre développement social. Mais on parle ici d'une époque, la naissance des premières sociétés de classe, où la population mondiale est passée de 5 millions de personnes à 25 millions de personnes. C'est un progrès, ça. C'est des sociétés qui ont énormément augmenté la production, mais aussi avec ça, avec l'art, le développement de la science, de la philosophie. Mais aussi, le passage à la société de classe était en quelque sorte inévitable. C'est un passage obligé pour l'humanité. Parce que l'humain, en voulant vivre mieux, devait éventuellement développer l'agriculture, et de la même manière, il devait produire plus de surplus qui allait amener à la construction des premières sociétés de classe. C'était inévitable. Aussi inévitable que, par exemple, un être humain doit passer par le stade de l'enfance, puis de l'adolescence, puis de la vie adulte. Le communisme primitif, c'est un peu l'enfance de l'humanité. La société de classe, c'est un peu comme son adolescence douloureuse, là, où il vit sa crise existentielle. Puis on est encore rendu à ce niveau, à cette étape-là, hein, parce que on vit dans le dernier produit de la société de classe, qui est le capitalisme, qui est un peu notre individu qui est rendu à l'âge de 16 ou 17 ans, peut-être, qui est proche de sa vie adulte, là, mais il faut qu'il passe par une dernière étape très, très difficile. Le capitalisme a amené du progrès, surtout dans sa phase ascendante. Il a permis de développer les forces productives à ses débuts, notamment pendant la révolution industrielle. Mais s'il y a bien une chose que la philosophie marxiste nous apprend, c'est que tout ce qui vit mérite de périr, hein. Tout ce qui naît va éventuellement laisser place à autre chose et va disparaître. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que le capitalisme amène plus de progrès à l'humanité. Il fait plus progresser notre espèce, puis on le voit avec les crises économiques répétées, avec les guerres, les génocides, la destruction environnementale. Mais en même temps, le capitalisme crée les conditions, dans les forces productives, pour qu'émerge une nouvelle forme de société encore plus évoluée. Une société sans classe et sans exploitation, le communisme. Puis pour paraphraser Marx, en renversant le capitalisme, on va sortir de ce qui est réellement la préhistoire de l'humanité. Et en entrant dans le communisme, l'humanité va commencer sa véritable histoire.